Hey, coucou. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas où tu es, à quelle heure il fait chez toi. En tout cas, je suis contente de te retrouver pour ce 45e lit solo. Et là, pour une fois, je suis chez moi, à la maison, parce qu'aujourd'hui, c'était cocooning. Hein? C'était cocooning, il a plu dehors. Et puis, comme c'était mon jour de repos, j'avais vraiment envie de profiter au maximum de mon chez-moi. Ranger, dessiner, parce que je colorie des mandalas. Hein, j'aime bien ça. C'est pour la créativité, hein, pour assurer la créativité. Donc, faire du coloriage, ranger. Et puis, en tant que maman, m'occuper de mon fiston. Enfin, mon fiston qui fait quand même 1m86, 87, hein? Presque 1m90, c'est un gaillard. Donc, bon, c'est mon ami plutôt, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps à discuter entre mère et fils, hein, des choses de la vie, et puis de ses projets aussi, parce que bientôt c'est la rentrée, hein, donc il est en terminale, donc comment il appréhende la rentrée, comment il s'organise. Donc c'était ça, du coup je me suis dit, bon, hein, comme il ne fait pas beau dehors, je voulais sortir, je voulais y aller le matin, mais le matin il pleuvait. Il pleuvait, mais je me suis dit, je ne vais pas aller faire une vidéo avec un parapluie. Et est-ce que ça ne marche même pas? Donc je me suis dit, je vais rester, je vais attendre un peu, mais une chose en entraînant une autre, je suis restée à la maison. Et puis en plus, je suis en train de créer mon site, qui me prend beaucoup de temps, hein, parce que non seulement j'apprends, et puis j'applique. Donc ça me prend beaucoup de temps. Je ne sais pas quand est-ce que je finirai de créer ce site, mais en tout cas, je suis dedans. Hein, c'est un travail artisanal, voilà. C'est un travail artisanal, donc on prend son temps, on peaufine, hein. C'est tranquillement, lentement, mais sûrement. Je sais que je vais y arriver. Donc, je m'arme de patience. Voilà, parce que j'ai envie de savoir comment ça fonctionne aussi. Hein, parce que il y a 4 ans, quand je me suis lancée, j'avais demandé à une personne de me créer le site, mais ça ne m'avait pas plu, c'était pas satisfaisant. Et puis après, j'ai payé de l'argent pour rien. Donc, je me suis dit, bon, la prochaine fois que je refais un site, je vais me former pour le faire moi-même. Et justement, j'ai eu la chance, comme je suis dans l'académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, qu'on puisse nous former pour créer à la création de sites. Donc je suis en train, et donc je profite souvent de mes jours de repos pour pouvoir passer un peu de temps là-dessus. Alors aujourd'hui, je voulais continuer un peu, hein, sur ce rapport qu'on a avec l'argent. Hein. Et surtout, moi je pense beaucoup plus aussi dans nos relations de couple, hein, dans nos relations de couple, comment on gère l'argent dans le couple. Et est-ce que chacun, dans ce rapport qu'il a avec l'argent, est-ce qu'il se sent à l'aise? Est-ce qu'il se sent autonome? Est-ce qu'il y a une confiance? Il y a une confiance parce que justement, je discutais tout à l'heure avec mon fils. Et bon, je raconte souvent dans mes conférences que moi j'ai fait mon éveil de conscience il y a 10 ans. Il y a 10 ans de cela. Et c'était suite à une rupture amoureuse. Ça, je l'ai déjà raconté dans C'est ma solo. Suite à une rupture amoureuse très douloureuse. Et justement, cet homme avec qui j'étais, il était riche. Hein. On peut considérer qu'il était riche parce qu'il avait un revenu annuel à 6 chiffres. Hein. Donc, on peut considérer que c'était un homme riche. Mais malgré
ses revenus, qui étaient quand même importants. Hein, je me souviens à l'époque, quand j'étais... alors, pour la petite histoire, pour te situer dans le contexte, cet homme, c'était mon voisin. Hein, c'était mon voisin quand j'étais à Lyon, c'était mon voisin. Dans la résidence où j'habitais, c'était une résidence privée. Donc, moi, j'avais eu cette chance de pouvoir trouver ce logement dans cette résidence privée. Et j'étais là depuis, je pense, 2 ans. Et il se trouve que cet homme est venu aménager là. Or, lui, il était là qu'en transition. En fait, il n'était pas censé vraiment vivre dans cette résidence. Mais il était venu là en transition parce qu'il s'était acheté un appartement. Hein, un appartement. Et qu'en attendant qu'on ait fini de construire cet appartement qu'il s'était acheté, il avait loué cet appartement ponctuellement en attendant qu'on finisse de construire son appartement qui était dans le quartier. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à être voisins. Or, quand on s'est mis en couple, il se trouve qu'il avait des revenus 5 fois plus élevés que les miens. Hein. Et malgré, c'est pour cela que je parle du rapport à l'argent, parce que être riche, en fait, moi je dis qu'il était riche, mais il n'était pas riche, il était pauvre. Il était pauvre, parce que, comme dit Deepak Chopra, dans Créer l'abondance, dans son livre Créer l'abondance, si tu as des millions en banque et que tu n'arrêtes pas de penser à ton argent, à t'inquiéter de ce qui se passe sur ton compte en banque, tu es pauvre. Tu es pauvre. Et c'est vrai. Cet homme, on était ensemble. Hein? Lui, il gagnait 5 fois plus que moi. Et moi, à l'époque, je te situe le contexte. Donc, ça faisait 2 ans que je vivais là. Mais après, j'avais terminé une mission d'intérim parce que à l'époque, j'avais fait le choix de ne travailler qu'en intérim pour pouvoir m'occuper de mon fils. Hein, mon fils qui était encore en bas âge. Et je ne voulais pas vraiment... j'avais quitté la région parisienne. À Paris, j'avais un CDI et j'avais négocié mon départ pour venir vivre à Lyon. Et une fois à Lyon, je n'ai choisi que de travailler en intérim. Après ma formation, j'avais fait une formation. J'avais quitté la région parisienne en profitant d'une formation, d'un congé fongicif, d'assistante de direction. Et quand j'ai terminé cette formation d'assistante de direction, j'ai décidé d'aller négocier mon départ avec mon ancien employeur à Paris pour rester dans la région parisienne, et je me suis retrouvée au chômage. Et pendant cette période de chômage, je faisais des missions en intérim. Et il se trouvait qu'entre plusieurs missions, il pouvait arriver que je reste au moins 6 mois sans travailler. Et donc, je rencontre cet homme à cette période-là, hein, un peu, on va dire, un peu précaire de ma vie professionnelle. Je rencontre cet homme. Il se trouve aussi que... oui. Donc, je rencontre cet homme. Il se trouve aussi qu'à cette période, je n'avais qu'une carte de séjour temporaire. Hein. Il y a, dans le livre Solo d'hier, je t'ai raconté ce qui m'est arrivé avec le centre de rétention et tout ça. Et en sortant de ce centre de rétention, la loi, c'est pour ça que je défends ce pays de droit. Je défends le fait qu'on soit dans un pays de droit. Nous voulons garder ces droits que les pères de la République ont mis en place, se sont battus pour mettre en place, hein, pour les générations futures. Hein. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est parce qu'on est dans un pays de droit que j'ai pu rester en France et élever mon enfant dignement. Et justement, quand je suis sortie de ce centre de rétention cette année-là, en sortant de là, en principe, quand l'administration, hein, la préfecture ne trouve pas de raison, hein, de t'expulser du territoire, elle doit
te libérer. Mais quand elle te libère, c'est à toi de faire les démarches. Il y en a qui restent comme ça, sans papier, et qui errent dans la nature. Mais moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ce cas-là. Donc, j'ai profité de ce vice de procédure qu'avait obtenu mon avocat quand il m'avait défendu pour demander à la préfecture de me régulariser, étant donné qu'ils n'ont pas pu m'expulser. Donc, je restais sur le territoire français. En plus, je travaillais, j'avais un CDI, je payais des impôts. Hein? Donc, ils étaient tenus. Ça aussi, c'est une aberration des lois de la République. Hein? Bon, on ne va pas s'en plaindre, puisque moi, à l'époque, ça m'a permis de rester en France. Tu es sans papier, tu travailles, tu as eu la chance de travailler, mais tu dois quand même payer des impôts. C'est le seul cas où l'administration ne regarde pas si tu es en situation régulière ou pas. Tu payes les impôts, point barre. Donc, moi, étant donné qu'à l'époque, on m'avait laissé rester sur le territoire français, puisqu'ils n'avaient pas trouvé de raison valable pour m'expulser, donc je suis restée sur le territoire français et j'ai profité de ce vide juridique pour demander qu'on me régularise ma situation. Donc, on m'a régularisé ma situation, ce qui fait que j'avais une carte de séjour temporaire en attendant que le procès concernant mon fils, parce que son père est français. Hein, le père de mon fils est français. Et bon, pour la petite histoire, les gens, on a raconté que j'avais voulu avoir un enfant avec lui pour les papiers, alors que c'était complètement idiot, puisque ça faisait 10 ans que je le connaissais. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Mais bon, donc, mon fils, son père est français, donc en attendant que le procès se termine, puisque le procès était long, moi je ne voulais pas faire comme la plupart de mes compatriotes, passer par des voies détournées pour avoir la nationalité française. Moi je voulais que mon fils ait l'identité, sa filiation établie avec son père. Il n'y avait pas question de papier là-dedans. Pour moi, ça allait me coûter ce que ça allait me coûter, mais mon fils devait avoir sa filiation établie avec son père. Et ça a failli me coûter l'expulsion et la séparation avec lui, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Ça aussi, ça m'amène à dire que quand on a la foi en ce qu'on fait, hein, quand on a la foi en ce qu'on fait, en la justice et à ce que te dit ton cœur, tu suis ce que te dit ton cœur. Et je dis toujours que Dieu te précède, Dieu. Hein, on se comprend quand je parle de Dieu. Dieu te précède toujours dans le chemin que tu as choisi. Tu vois que moi, je suis partie faire un pèlerinage et en faisant ce pèlerinage, je me suis retrouvée en détention, mais Dieu m'avait précédée. Dieu m'avait précédée parce que c'était le chemin par lequel il allait s'arranger pour que je recommence à vivre de façon régulière sur le territoire français. Et donc, par rapport à ça, donc, en sortant de là, j'ai régularisé ma situation. Hein, donc, ça n'avait rien à voir avec mon fils, du tout, du tout. J'avais régularisé ma situation par les voies, comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. J'avais réussi à régulariser ma situation par cette expulsion ratée. Et donc, je rencontre cet homme qui est riche, mais qui a un gros problème de rapport avec l'argent. Il a toujours peur de perdre son argent. Donc, il rencontre une femme noire, parce que lui, c'était un Français. Il rencontre une femme noire avec un enfant qui fait des allers-retours à la préfecture et qui est au chômage. Hein, parce que je travaillais en intérim. Il en déduit tout de suite que j'en avais après son argent et que j'en avais après ses papiers. Tu vois parfois comment nos perceptions peuvent nous tromper. Et surtout notre rapport à l'argent. Comment on peut se tromper quand on n'a pas confiance en soi. Parce que cet homme, c'était un alcoolique, hein, je l'ai souvent dit, les 3 dernières relations que j'ai eues, hein, c'était peut-être mon karma à moi que je devais nettoyer. Mais j'ai eu un alcoolique, un drogué et un dépressif. Et naturellement, toutes ces 3 personnes ne se reconnaissaient pas en tant que telles, hein, mais ils avaient un réel problème, mais qu'ils ne voulaient pas reconnaître. Mais moi, de l'extérieur, je voyais qu'il y avait un problème. Mais dans le premier cas, avec celui qui avait des problèmes avec l'alcool, je m'étais voilé la face parce que j'étais amoureuse. J'étais amoureuse, donc je ne voulais pas voir la situation et
j'ai accepté les choses comme telles, mais sauf que cette situation d'alcoolisme avait un impact sur mon enfant. Et donc, il fallait que je protège mon enfant. Et cet homme qui était riche, parce qu'il avait un revenu annuel à 6 chiffres, hein, riche, on va dire financièrement, hein, qui avait de bonnes ressources, mais il était obsédé par la peur du manque. C'était fou. C'est pour dire, un jour, donc moi j'étais locataire dans l'appartement où j'étais. Il se trouve que cette année-là, c'était pour moi l'année la plus difficile, hein, la plus difficile sur le plan des événements, des circonstances. Hein. J'avais l'impression que tout arrivait en même temps. C'est-à-dire que j'arrivais en fin de droit. Ensuite, j'ai reçu une lettre, un congé pour habiter. Voilà, ça s'appelle un congé pour habiter. Un congé pour habiter, c'est le propriétaire, donc le bailleur, qui te donne une lettre pour te dire que tu as 6 mois pour quitter l'appartement parce qu'il veut vendre son appartement. Tu vois? Donc, et moi, pendant cette période-là, j'étais avec cet homme. Et donc, toute cette pression que je subissais, non seulement j'étais en fin de droit, je ne trouvais pas de travail, j'avais un enfant en bas âge que je devais élever, dont je devais m'occuper. En plus, je devais chercher un autre appartement parce que je ne savais pas où j'allais vivre. Et à côté, et je tenais la route, hein, je tenais la route. C'est pour dire, je prenais les choses, j'en rigolais souvent. Et cet homme qui était avec moi avait tellement une obsession, une peur bleue de manquer d'argent, que quand je lui racontais ma situation, lui, il voyait juste son cas à lui. Il se disait, ouh, elle veut venir vivre avec moi, elle veut venir. Donc, il voyait juste son cas à lui, mais en même temps, il le cachait derrière une forme de... Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, une forme de condescendance ou dire « Ah, mais Sylvie, comment tu vas faire? Moi, quand je ne sais pas comment tu fais, hein, je ne sais pas comment je peux analyser ça. Est-ce que c'était de la pitié? Je ne sais pas si c'était de la pitié parce que je ne le vivais pas comme ça. Moi, je ne le vivais pas comme ça parce que pour moi, comme j'ai toujours eu foi en Dieu, pour moi, les choses allaient s'arranger. Les choses allaient s'arranger. Sauf que si c'était difficile, je savais que ça allait s'arranger. Et lui, en face, il n'arrêtait pas de se plaindre de la pression qu'il subissait au travail, de se plaindre de la maison, de cet appartement qui devait être livré et qu'on ne lui livrait pas à temps. Il n'arrêtait pas de se plaindre et moi, j'étais là en train de jouer les psys. C'est ça, hein, quand tu sors avec quelqu'un, qui ne s'aime pas lui-même, qui ne se connaît pas lui-même, bah tu es quelqu'un de toxique. Bah toi qui es forte, toi qui sais faire face à l'adversité, toi qui as une force, parce que moi-même je me surprenais d'avoir cette force, hein, toi qui as une force, je ne sais pas si c'était une force mentale, spirituelle en tout cas, bah tu te retrouves à faire. Parce que je lui disais, mais tu es quand même drôle, toi. Tu vois tout ce que je connais comme situation. Et toi, tu as tout ça et tu trouves quand même le moyen de te plaindre. C'est quand même drôle, hein. Il me dit, ouais, Sylvie, je ne sais pas. Hein. Moi, si j'étais toi, je me tirerais une balle dans la tête. J'ai dit, mais ça va pas, non? Je lui dis, mais ça va pas. J'ai un enfant. Et que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant si je me tire une balle sur la tête? Quoi, tu crois que par rapport à un problème de sous, je vais me tirer une balle? Mais comment tu vas faire? Tu as un congé pour habiter, tu ne sais pas où tu vas vivre. J'ai dit, bah, je planterai. À l'époque, il y avait des manifestations pour les Don Quichotte, là, hein, pour le logement, droit au logement. Je disais, bah, il y avait une grande cour dans la résidence. Je lui disais, bah, je vais mettre une tente là et je vais dormir dans la tente. Je prenais les choses tellement avec humour que je le regardais. Je me disais, waouh, c'est drôle la vie. Hein. C'est vraiment drôle la vie.
C'est vraiment drôle, hein, ce que les gens donnent du pouvoir, un grand pouvoir à cette chose, cette énergie qu'est l'argent, de commander leur vie, de décider de leur vie, de décider de ce que va être leur vie et même leur relation. C'est en parlant de ma relation, il était persuadé, et ce qui fait qu'il a saboté, enfin, moi aussi en le choisissant, parce qu'à l'époque, mon psy, j'étais en psychothérapie. Je crois que peut-être c'est la psychothérapie qui m'a aidé à tenir le coup. Mais à l'époque, j'étais en psychothérapie. Et c'est peut-être ça qui m'a aidé à tenir le coup. Mais cet homme, qu'est-ce que j'ai un petit trou de mémoire. Oui, cet homme, il s'est imaginé, il sabotait, voilà, il sabotait notre relation parce qu'il était persuadé, pour un oui ou un non, il cherchait des histoires, hein, il créait des incidents, des disputes entre nous, juste parce qu'il était persuadé, alors que j'étais une personne facile à vivre. Et il me le disait. Il me le disait. Il me le disait qu'il m'aimait, que s'il voulait qu'on soit ensemble. Mais en même temps, le fait que je sois au chômage et le fait que j'ai cette situation de précarité l'effrayait littéralement. Ce qui fait qu'il a saboté notre relation au point où j'en pouvais plus. Il fallait que ça s'arrête. Il fallait qu'on se sépare. Mais tout ça, c'était pourquoi? C'était pour une histoire de sous. Parce que je suis persuadée, si j'avais une situation stable, il n'aurait pas créé tous ces incidents qui m'ont poussé à bout pour pouvoir, au final, le quitter. Mais bon, je n'en sais rien. Toujours est-il que, pour une histoire de sous, cet homme se rendait littéralement, mais littéralement malade. Malade. Au point où il a saboté sa relation amoureuse avec moi. On va dire qu'il était instable, hein, tout simplement. Hein, il était instable. Et moi aussi avec, puisque en vertu de la loi d'attraction, tu n'attires que ce que tu es. Hein, donc je ne vais pas le critiquer, mais je suis juste en train de te brosser un tableau de ce que peut faire l'argent, le rapport qu'on a à l'argent dans nos relations de couple. Hein. Je pense qu'il est temps pour nous, plus que jamais, aujourd'hui. Oui, je regardais encore une conférence de Maître Eckhart Tolle qui disait que nous voulons choisir de nous guérir par nous-mêmes, de régler, de nous éveiller, parce qu'il parlait d'éveil, voilà, il parlait d'éveil. Nous voulons choisir de nous réveiller par nous-mêmes, de choisir un éveil de conscience, d'éveiller notre conscience, de réveiller notre conscience par nous-mêmes. Et cette conscience-là aussi, ça concerne aussi notre rapport qu'on a à l'argent. Jusque-là, jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, jusqu'à cette pandémie-là, nous avons laissé l'argent être notre maître, nous gouverner. Et même dans nos rapports amoureux, nous avons laissé l'argent nous gouverner. Mais il est temps pour nous de comprendre, de remettre l'argent à sa place. C'est un serviteur, ce n'est pas un maître, c'est un serviteur. Et comme disait Maître Eckhart Tolle, si nous nous éveillons par nous-mêmes et que nous laissons la vie le faire à notre place, la vie ne s'embarrasse pas de ce que tu souffres, hein, de ce que tu perds un proche, de ce que tu perds ton emploi, que tu te brises une jambe, que tu te brises, que quand te crève un œil, que tu deviennes paraplégique. La vie ne s'embarrasse pas de ça pour te réveiller. Hein. La vie ne s'embarrasse pas.
Si tu dois te réveiller pour corriger ton rapport à l'argent, la vie va trouver les moyens. Et tu ne veux surtout pas que ce soit la vie elle-même qui te réveille, qui vienne te pousser à la guérison, à te guérir de ce rapport toxique que tu as avec l'argent. Parce que, dis-toi bien que, elle, quand elle s'en charge, c'est sans état d'âme, parce que de toute façon, c'est la vie, quoi. Elle est, comme disent les chrétiens, Dieu, elle dit quoi? Dieu, il est, qu'est-ce que disait ma nièce qui est pasteur, là? Dieu, il est, ah, ça va me revenir le terme. Ça va me revenir le terme. Mais, la vie, elle ne s'embarrasse pas. Elle ne s'embarrasse pas de ce que tu peux souffrir comme misère. Elle a un objectif à atteindre. Il y a un plan qui doit être exécuté. Et ça doit s'exécuter. Regarde ce qui est en train de se passer. C'est un agenda qui est en train de se dérouler. Et cet agenda-là doit s'exécuter. Et la vie, c'est pareil. Quand tu refuses de te réveiller et que la vie se charge de te réveiller, ben, c'est toujours douloureux. C'est douloureux, mais à un point que tu ne peux même pas t'imaginer. Je le dis en connaissance de cause. Et aujourd'hui, je ne peux et je ne veux même pas laisser que l'argent décide de ce que je veux être. Que ce soit dans ma relation de couple avec mon partenaire, que ce soit dans ma relation avec mon fils, que ce soit dans mes relations avec mes proches. Hier, je t'ai parlé de ma copine. Il y a des années en arrière, j'aurais pété un plan, j'aurais piqué une crise sur ce qu'elle m'a relaté. Et j'aurais perdu une amie. Tu vois? Mais pour moi, il est hors de question que je perde une amitié à cause d'une histoire de sous. Tu comprends? Et j'ai des amis comme ça, je refuse. J'ai ma meilleure amie qui est aussi la marraine de mon fils. Elle peut me solliciter à n'importe quel moment, quel que soit l'endroit où je me retrouve, pour l'aider, pour un service de l'ordre financier. Quand j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Et souvent, elle me sollicite parce que je peux le faire. Et je le fais. Je trouve la solution. Et moi aussi, à l'opposé, j'ai une autre amie, c'est pas la même, mais une autre amie qui, elle aussi, parce que mon fils a 2 marraines, il est gâté, il a 2 marraines. Les 2 marraines de mon fils, bah, ce sont des personnes pour lesquelles, à aucun moment, l'argent, pourtant on a eu maille à partir sur plusieurs autres sujets, mais jamais pour de l'argent, jamais pour une histoire de sous. Parce que l'argent, c'est un serviteur, ça ne peut pas être notre maître, ça ne peut pas décider de nos relations. Et toi qui me regardes, j'aimerais vraiment que ça soit pour toi une ligne de conduite. Parce que l'initiation que nous sommes en train de subir collectivement en ce moment, ça vient aussi de ça, de notre rapport qu'on a avec l'argent. Bientôt, on est en train de dire que bientôt les espaces vont disparaître. Qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux qui ne savent pas gérer leur argent? Parce que l'utilisation de la carte de crédit, ça nous met dans un état de crédit perpétuel. Ça nous met dans un état de crédit perpétuel. Mais quand on ne sait pas gérer notre rapport à l'argent, on devient des esclaves d'un système. Et c'est pas ce que nous souhaitons. C'est pas ce que nous souhaitons. Nous, ce que nous voulons, c'est être libres.
nous libérer. La liberté est notre droit le plus fondamental depuis que nous sommes incarnés sur cette terre. Et à aucun moment nous pouvons laisser qu'une histoire de sous vienne nous enlever cette liberté. Et en l'occurrence, dans la liberté de vivre la relation de couple avec la personne qu'on aime, avec la personne qu'on a choisie, avec laquelle on doit être. À aucun moment. Moi, cette relation d'il y a 10 ans, ça m'a tellement blessée. L'attitude que cet homme a eue m'a tellement blessée que je me suis dit, plus jamais je ne laisserai l'argent gouverner mes relations avec qui que ce soit. Plus jamais. Ce qui fait que quand j'ai affaire à quelqu'un qui se plaint, ma relation après cet homme-là, l'autre, lui, il n'y avait pas ce problème-là. Lui, on s'est pas séparés pour une histoire de sous. Dieu merci. C'était pour autre chose. Lui, il avait un rapport sain avec l'argent. C'est pour dire, c'était quelqu'un de tellement généreux. Mais bon, moi, comme j'avais mon plafond de verre, il fallait que ça tombe sur quelqu'un qui n'avait pas, qui lui n'était pas riche. Voilà, lui n'était pas riche, il était généreux. Il était généreux, mais il était riche de cœur. C'était un homme riche de cœur. C'est ça la différence, comme disait Deepak Chopra. Hein? La personne riche, c'est celle qui a un rapport libre avec l'argent. Mon ex qui m'a amené à Toulouse, lui, il était riche de cœur. Il était riche de cœur. Mais sauf que notre chemin n'était pas fait, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Tout simplement parce qu'il avait un choix de vie qui ne correspondait pas à mon choix à moi. On n'était pas sur la même vibration. Lui, par contre, il avait un rapport sain à l'argent. Il était tellement généreux que, d'ailleurs, c'est pour cela que je me suis mise avec lui. Parce qu'il était généreux. Et par la suite, j'ai encore eu, comme on parle de scénario, ça je ferai un autre lit solo sur ça, on parle souvent de scénario à répétition. Justement, le dernier que j'ai eu, lui aussi, il avait des sous, il gagnait 4000 €, donc c'était un cadre, hein, et il gagnait bien sa vie, mais il était tout le temps en train de se plaindre d'argent. Et pour moi, ça, c'est pas être riche. D'ailleurs, il le disait qu'il n'était pas riche, qu'il était pauvre. Donc, c'est pour dire que notre rapport à l'argent est faussé. Et aujourd'hui, l'initiation collective que nous sommes en train de vivre à travers cette crise sanitaire est en train de nous rappeler qu'il est temps qu'on change nos paradigmes. Demain, je ferai un lit solo sur les nouveaux paradigmes de couple. J'ai été inspirée par un live d'une amie que j'ai regardé, mais je ferai un lit solo là-dessus. Il est temps pour nous de changer nos paradigmes. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, ça va changer. Hein? Comme disait Abraham X, je vais m'arrêter là, comme disait Abraham X, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous devez changer. Vous devez exécuter le plan pour lequel vous vous êtes incarné sur terre. Vous ne pouvez pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. La vie nous appelle à exécuter le plan pour lequel nous nous sommes incarnés. Nous nous sommes incarnés pour vivre cette période qui est en train de vivre, qui est en train de se passer là. C'est pour cela que nous nous sommes incarnés. Nous nous sommes incarnés, notre génération là, nous nous sommes incarnés pour écrire cette page de l'histoire. Et ceux qui ne voudront pas l'écrire avec des vibrations les plus hautes possibles, vont en subir les affres. Je parlais dans un live du monarque, en anglais on dit caterpillar,
La chenille, pardon. La chenille. J'écoute souvent des vidéos en anglais, donc je commence à confondre un peu. La chenille. La chenille, elle rampe. Mais quand elle voit que les hommes la méprisent, elle rentre dans son cocon. Elle rentre dans son cocon. Et après, elle devient un beau papillon. Mais pour les autres chenilles qui acceptent qu'on les écrase, bah ces chenilles-là meurent. Mais la chenille qui prend conscience de sa valeur, de ce qu'elle est, elle se recentre, elle rentre dans un cocon et puis, c'est un papillon qui vole. Et c'est ce que la vie nous a appelé à faire à travers cette crise sanitaire quand on nous a confinés. Donc, pour ceux qui n'en prennent pas conscience, ça va être très difficile les temps qui vont venir. Mais pour ceux qui prennent conscience, bah, ils vont, comme la chenille, bah, rentrer dans leur cocon et travailler à faire pousser leurs ailes et pouvoir s'envoler. En tout cas, je te le souhaite et on se retrouve demain pour un autre lit solo. C'était un peu long aujourd'hui, mais c'est vrai que l'argent, le sujet sur l'argent, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Allez, bisous, à demain, ciao, ciao.